professeur à Sorbonne Université. Je lis mon petit papier parce que je ne veux pas me tromper sur les titres de tout le monde. Donc, professeur à Sorbonne Université et président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Et Gilles a été président pendant 7 ans du Muséum national d'histoire naturelle. Nous avons également Keith Collet, le réalisateur, producteur et scénariste du film. Cécile de France, qui va nous rejoindre, qui est narratrice du film. Denis Lagrange, qui a été un des directeurs de la photographie du film, qui va vous raconter de très jolies anecdotes. Et André Abreu, qui est donc responsable des politiques internationales chez Tara. Et Jean-François Camilleri, que je demande de me rejoindre, qui est donc fondateur et directeur général de Disney Nature et président de la Walt Disney Company France, Benelux, Maghreb et Afrique francophone. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je suis très content que vous ayez eu l'occasion de découvrir ce film. Vous faites partie des tout premiers à le découvrir. C'est un film qui a pris de longs mois et de longues années à être produit, puisque le tournage a commencé il y a 3 ans et en pointillé a duré au moins 2 ans. Et la particularité de Blue, c'est qu'il sort au moment où nous fêtons le 10e anniversaire de Disney Nature. Disney Nature est un label de production de films de la Walt Disney Company qui a été créé donc en 2008, qui a été pensé un petit peu avant. Et ce label a pour objectif de raconter des histoires qui sont inventées par la nature. Donc tout ce qu'on raconte est vrai, tout est fait en milieu naturel. Et la particularité, c'est qu'on donne à nos réalisateurs et aux équipes en général le temps dont ils ont besoin pour faire les films qu'on présente ensuite sur le grand écran. Donc on ne les oblige pas à faire un film en 6 mois, en 12 mois ou en 18 mois. On leur dit de combien de temps vous avez besoin pour capter les meilleurs comportements, pour capter les histoires qu'on a envie de raconter, qui sont des histoires vraies et qu'on connaît auparavant et qu'on essaye ensuite de traduire au cinéma. Depuis 10 ans, nous avons produit presque une dizaine de films. Ça a commencé avec Les Ailes pourpres, puis Pollen, on a eu Félin, Chimpanzé, Grizzly, Le Royaume des singes, qui se passait au Sri Lanka, Né en Chine l'an dernier, L'Empereur, film de Luc Jacquet, qui était tourné en Antarctique et qui était une nouvelle version de La Marche de l'Empereur, et puis Blue, qui est donc le premier film que nous faisons qui se passe dans un écosystème en général et qui ne s'intéresse pas à une espèce en particulier, mais à plusieurs espèces. Et la particularité de Blue, c'est qu'il a été fait à une époque où la technologie, les innovations technologiques nous ont permis de faire beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles avant. Et pour tout ça, tout à l'heure, Keith et Denis vont vous en parler. Sur Disney Nature, nous travaillons sur beaucoup de choses. Depuis 10 ans maintenant, nous avons développé énormément d'écosystèmes digital autour de Disney Nature, la présence sur les réseaux sociaux bien évidemment, mais aussi un site web qui s'appelle Zoom by Disney Nature et qui nous permet tous les jours, et c'est Carole Balducci qui parlait tout à l'heure qui s'en occupe, de donner des informations sur la nature afin de créer une communauté qui s'intéresse à tous ces sujets et qui, au quotidien, peut apprendre ce qu'il se passe dans la nature. C'est un travail qui est capital, un travail que l'on fait avec les écoles, que l'on fait avec les enseignants, mais également avec beaucoup de scientifiques avec qui nous travaillons. Je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'on a plein de choses à vous dire et je voudrais vous présenter M. Keith Collet qui est le réalisateur. Keith, if you welcome. Keith, qui est donc le réalisateur de Blue, qui a fait pour nous plusieurs films, puisque Grizzly est un film réalisé par Keith, Félin est un film également réalisé par Keith, donc c'est le 3e film qu'il fait avec nous. Et puis sur la plupart des films que nous avons faits, Keith était soit co-réalisateur, soit producteur. Il connaît donc Disney Nature par cœur. C'est aujourd'hui clairement un des plus grands spécialistes du genre. Une très très longue carrière à la BBC avant de rejoindre Disney Nature et plein de projets pour les années à venir. Keith, you didn't understand anything of what I said. I said nothing but great things about you. I just wanted to tell you. Sure. No, she told me exactly. And she will tell you. It's all yours. Great, thank you. Apologies, I'm speaking in English, but I'm going to be helped. Je vais traduire, donc monsieur va parler As Jean-François says,
worked on a number of Disney nature films before, Amy Filler and Grizzly. Donc voilà, comme Jean-François l'a dit, j'ai travaillé sur plusieurs films de la Disney Nature, comme Félin et Grizzly. And always when come to want to make another Disney nature film, Jean-François always asks me the same question. What are you most passionate about? Because I don't want you to make a movie if you have no passion for it. Et donc j'ai toujours envie de faire un autre film, et Jean-François me demandait toujours quelle est ta passion, quel est le film que tu voudrais vraiment faire. So, one of my great passions is the underwater world, especially the tropical underwater world. Une de mes grandes passions, c'est le monde sous-marin et le monde marin tropical. As a child, I was lucky I grew up in Kenya and used to snorkel along the coral reefs of the East African coast. J'ai eu la chance de grandir au Kenya et donc j'ai fait du snorkeling toute mon enfance le long des barrières de corail. And then I'm of the age when Jacques Cousteau's Odysseys were on television, and when I watched those, I knew that where my future lay. Et j'étais à l'âge où on regardait à la télévision tous les épisodes de Jacques Cousteau et je m'étais dit voilà ce que je vais faire dans ma vie. So I studied zoology, and then I became a wildlife filmmaker. And whenever I've been able to make films about the underwater world, I've always done so. Et donc j'ai étudié la zoologie, je suis devenue cinéaste donc de la vie sauvage et à chaque fois que j'ai pu faire un film sur le monde marin, je l'ai fait. So that was what I had a passion for, and we decided to make Blue. But there was another very, very important reason why both Jean-François and I wanted to make this film. Donc voilà, j'ai fait Blue parce que c'était ma passion, mais il y a une autre raison pour laquelle Jean-François et moi on a décidé de faire ce film. At times, this wonderful world of the coral reefs has never been under greater danger, and what we both wanted to do is to bring the coral reef world to as big an audience as we possibly can. Ce monde merveilleux n'a jamais été autant en danger et donc nous deux, on a voulu montrer au plus large public possible les dangers qu'encourait cet environnement. So the idea I always dreamt about was, could we take the audience into the world of a dolphin? Mon rêve et je me demandais s'il était possible d'emmener le public vers le monde des dauphins. So that's what we set out to do, but often with great ideas, then comes the reality. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire, on avait plein de grandes idées, mais après on se confrontait à la réalité. When you make a film about, say, cats in Africa, you can follow a cheetah every day for 18 months. Quand on décide de faire un film sur les félins en Afrique, on peut le suivre pendant des mois et des mois. Try following one of these guys for 30 seconds. Essayez de faire la même chose avec un de ces individus. So, with Disney Nature, we have a number of rules about how we like to make the film. Rule number one is we only want to film wild animals in the wild. Donc avec Disney Nature, il y a des règles bien précises. La première est que nous filmons des animaux sauvages dans la nature. We also like to have a strong narrative that can draw the audience with, so to have characters that you can engage with. Donc ce qui nous importe, c'est d'avoir une histoire forte qui puisse entraîner le public et de bons personnages. And the obvious main character to have here is the bottlenose dolphin, because basically dolphins are very much like us. They are clever, they are charismatic, and they make the ideal guide through this world. Alors le plus évident de ces personnages était bien sûr le dauphin, parce que le dauphin nous ressemble et qu'il est charismatique et qui vous entraîne avec lui dans le monde sous-marin. The problem is there are very, very few places in the world where you can do this. Wild dolphins very, very rarely actually want to tolerate people around them. Il y a en fait très peu d'endroits dans le monde où on peut effectivement les filmer d'aussi près parce que les dauphins sauvages ne tolèrent pas beaucoup la présence humaine. We were very lucky to come across this lady, Angela Zittler, who has been studying in the Red Sea a group of bottlenose dolphins for the last 10 years. On a eu beaucoup de chance de rencontrer donc cette femme, Angela Zittler, qui a étudié les dauphins en mer Rouge pendant les 10 dernières années.
and she has this group that actually likes being around people with diving equipment, and knows a lot of individuals sort of personally. So it gave us the opportunity to be able to do what we needed to do. Et donc elle connaît un groupe de dauphins qui acceptent la présence des humains avec tout l'attirail des plongeurs, et elle les connaît même individuellement. Just want to show you now, as we made this film, we did some behind the scenes, which we're putting into a bigger film. I just want to show you some extracts from that. I'm sorry again, the narration is in English. Donc les textes sont en anglais de ce que vous allez voir. On va vous montrer quelques extraits du making-of du film, ce qui leur a permis justement de construire une histoire autour d'eux. We also wanted to film the coral reef world, and what was important for this film was because we wanted to immerse people in the world, we wanted to make sure that anything filmed underwater looked like it was filmed on land. Et on voulait à tout prix montrer aussi la barrière de corail et entraîner le spectateur au sein même de ce monde, avoir l'impression tout ce qui a été filmé sous l'eau, c'était comme les filmer sur la terre. So if you want to actually let people forget that they're in an underwater world, what you have to do is you have to film taking all the equipment that you would usually use in a studio. So, you know, we filmed with cranes, tripods, and all sorts of the normal things you would expect to use filming on land. Et donc pour obtenir cette impression et oublier qu'on est sous l'eau, il a fallu emmener avec nous tout l'équipement normal d'un tournage, c'est-à-dire des grues, des trépieds, tout ce qui fait qu'on fait un tournage dans des conditions normales. And the other thing that has been a huge help to us as underwater filmmakers is that these divers are not using conventional scuba tanks. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que ces plongeurs n'utilisaient pas des bonbonnes traditionnelles. Ils n'avaient pas de bulles d'air qui s'échappaient. They're using what we call rebreathers, which recirculate the air. And with a scuba tank, you can stay underwater probably for about an hour. With a rebreather for 5-6 hours. Et avec l'équipement qu'ils avaient, qui en fait recyclait l'air et l'air ne s'échappe pas, ça leur permettait de passer 4 heures sous l'eau, tandis que les bonbonnes traditionnelles, c'est 1 heure sous l'eau. So when you spend 6 hours with a little mantis shrimp, like you saw in the film, you get to be best buddies. Quand on passe 6 heures sous l'eau à observer la petite squille qu'on a vue, vous devenez très copains. The other character that's a big part of the film is the humpback whale, and you're going to be relieved that I'm going to have my friend Denny tell you all about that, because his French is perfect. Donc là, on va découvrir la baleine à bosse et c'est Denis qui va nous raconter. Bonjour. Eh bien, simplement, thank you Keith for. It's because of Keith and Jean-François. Sorry, speaking English, so back in French. Non, c'est merci à Jean-François Camilleri et à Keith de m'avoir permis de participer à cette grande aventure. Et du premier jour de tournage jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que ça a été une aventure qui a été positive de jour en jour. Et les baleines à bosse, ça a été un des moments phares. Donc moi, j'habite la moitié de l'année en Polynésie. Donc c'est un peu mon terrain de jeu. Et les baleines à bosse, une de mes spécialités. Et Keith, pour son film, voulait des images de baleines et de baleineaux où on ressente vraiment une émotion. Et je pense qu'on a réussi, mais pour une seule raison, c'est parce qu'on a eu le temps de travailler. Et avoir du temps pour faire un film documentaire, et ben c'est très rare aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a que Disney qui nous donne ces moyens de faire des rencontres, en fait, ressortir des images, des images comme vous avez pu le voir, ça se fait pas en l'espace de quelques jours. Il faut du temps. Parce que la rencontre, c'est pas nous qui provoquons cette rencontre, mais c'est l'animal qui l'accepte. C'est l'animal qui décide de cette rencontre et comment on va le rencontrer. Et ça prend du temps.
Donc pour certains plans, par exemple, on a suivi les baleines pendant des heures et des heures avant de se mettre à l'eau. Parce que se mettre à l'eau avec une baleine, c'est pas simplement on se met à l'eau, on s'approche de la baleine à quelques mètres et on remonte en surface. Ça marche pas du tout comme ça. Il faut se faire accepter par la baleine. Et ça prend énormément de temps. Et pour ce tournage, on a eu du temps et on a pu avoir des proximités avec le baleineau, avec sa mère. Et voilà. On utilisait du matériel, comme Keith a pu l'évoquer, qui recycle l'air. On appelle ça des recycleurs. Quand on fait des images de baleines, on n'utilise pas des bouteilles traditionnelles qui font des bulles, parce que les bulles, c'est un signe d'agression. Donc on utilise des recycleurs, des appareils qui ne font pas de bulles. Comme vous avez pu le voir dans le film, les mâles, quand ils se battent ou quand ils se pourchassent, ils font énormément de bulles. Donc ça illustre bien que c'est un signe d'agression. Donc on a utilisé des recycleurs. Et voilà, après c'était beaucoup de temps sur le terrain. L'essentiel des images de baleines et de baleineaux étaient réalisées en Polynésie, comme je l'ai dit, Tahiti et Moorea, pour l'essentiel, beaucoup à Moorea. L'intérêt de travailler à Moorea, c'est que c'est une île, on fait environ le tour en 2 heures, en bateau, et de jour en jour, on peut retrouver les mêmes individus. C'est-à-dire que sur une île comme Moorea, il y a 15 ou 20 individus, on va dire, pendant la saison des baleines, mais il y a des individus qui sont timides, il y en a d'autres qui, voilà, c'est des mâles chanteurs, et des fois on a 2 ou 3 baleines avec baleineau. Il y en a certaines, quand le baleineau est petit, eh bien, la mère va être plus protectrice. Donc ça va être plus difficile de faire une belle approche avec un tout petit baleineau. Donc il va falloir attendre un tout petit peu. Par contre, il y en a d'autres, eh bien, ça fait 15 jours ou 3 semaines que le baleineau est né, donc on va avoir plus de chances de les approcher et de faire une belle approche. Donc d'un jour à l'autre, quand on peut faire le tour de l'île, on peut reconnaître ces individus et travailler avec la baleine qui est la plus à même à se faire approcher et à accepter la rencontre. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé à Montréal. The other aspect that we wanted to show with the whale stories was the story of the male whales and how they come together in these very dramatic groups and have a big fight. L'autre aspect qu'on voulait montrer des baleines, c'était justement les mâles au moment où ils se retrouvent pour ce grand combat. There's a huge problem for this, filming it especially underwater, because the whales are travelling at about 20 kilometers an hour. Donc il y a une grande difficulté justement pour les filmer sous l'eau parce que les baleines avancent à 20 km à l'heure. And it's not really advisable to swim around 30 whales who are trying to inflict injury on each other. Donc il n'est pas très conseillé de nager autour de baleines qui sont là pour se battre. So we had to come up with another way. And the next clip I'm going to show is actually how we got about filming the underwater images by using a special camera attached to a boat and a very, very skillful team of scientists and the skipper who would negotiate the boat to be able to get close enough to film the action. Donc là on va vous montrer en fait la ruse qu'il a fallu utiliser et c'était de fixer la caméra sous un bateau qui était dirigé par un équipage très spécialisé pour pouvoir filmer au plus près et sous l'eau ces baleines. Aggregations, but the footage we got on this film has been used by the scientist Professor Mobley to help uncover that. Donc malgré les 40 ans d'études passées, donc ces dernières 40 années à étudier les baleines, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore. Et les roches du film ont été utilisées par un scientifique, que j'ai oublié son nom, what was the name of the scientist? Joe Mobley. Joe Mobley, pour l'aider justement dans ses études sur le comportement des baleines. Sharks were a big part of our film as well. You were always a big part of the community of a coral reef, and we also really wanted them to be made to be kind of heroes of the film because they've been so persecuted. Les requins aussi font partie de la barrière de corail et c'était un personnage important et on voulait justement lui accorder toute l'importance parce qu'ils ont été tellement persécutés. They've been so persecuted that aggregations like this
are sadly a rare sight in our world today. Et ils ont été tellement persécutés que de pouvoir voir un groupement de requins comme celui-ci est très rare aujourd'hui. This is in French Polynesia, and I learned about it because once again my friend Denis had been there a lot before. Donc ça c'est en Polynésie française et en Polynésie française et en fait j'ai appris énormément de choses grâce à Denis qui s'est beaucoup rendu dans la région. When you dive this channel in the daytime, all the sharks are having a snooze. Quand on plonge dans ce canal, les requins sont en pleine sieste. So I said to Denis, when are they not snoozing? Alors j'ai demandé à Denis à quel moment il se réveille. And he said at night time. Mais So la we nuit. decided we better go diving at night. Et donc on a décidé de I'll plonger hand la over nuit. to Denis to say what he needed to do. Donc Denis va nous raconter un peu ce qu'il a dû faire. Alors, cet endroit est très particulier parce qu'il y a une énorme concentration de requins. Il y a 150 requins, au moins 150 requins ensemble. Dans l'ensemble de la passe, il y en a l'estimation est de 700 requins dans le. Mais on peut avoir une vision de 100-150 requins en même temps et dans le cadre. Et la nuit, le récif devient leur terrain de chasse. Donc l'objectif, c'était de filmer ces requins en train de chasser sur le récif. Alors avec une contrainte, c'était un film pour le grand écran. On voulait un éclairage le plus proche de la réalité. Qui souhaitait que ce soit un peu comme un éclairage au clair de lune. Comme on est en milieu naturel, on ne pouvait pas faire des éclairages de la surface pour que ce soit vraiment identique au clair de lune. On a essayé de s'en approcher. Donc on a fait de l'éclairage en douche. Donc on avait 2 plongeurs qui étaient équipés, je vais y venir après, de combinaisons qui faisaient 12 kg, des recycleurs, des communications sous-marines, des lampes, et ils nageaient face au courant pour se maintenir à un endroit précis où se déroulait l'action. Comme on était sur leur terrain de chasse et qu'on voulait être au plus proche de l'action, on avait un petit risque de morsure, pas parce qu'on aurait pu être attaqué, c'était plus une erreur potentielle du requin. Des fois, les petits poissons sortaient du récif et ils cherchaient à se réfugier en voyant cette horde de requins venir vers eux. Ils venaient sous notre bras, par exemple, se réfugier. Donc, à des moments, je pense que vous allez voir quelques images, on avait plusieurs dizaines de requins qui venaient sur nous et qui essayaient d'attraper le petit poisson. Donc, il y avait des risques de morsure. C'est pour ça qu'on avait des combinaisons en côte de maille qui faisaient 12 à 15 kilos. Donc ça, c'était un choix. Ce qui était unique sur ce tournage, c'est qu'on a pu réellement préparer les tournages. Et dans le sens de la sécurité aussi. Donc on s'est réunis avant le tournage et on a évalué tous les risques. Et pour se concentrer vraiment sur ce qui est notre métier, c'est-à-dire faire des images et rapporter des images, eh ben, il faut oublier tout ce qui peut être danger potentiel. Donc, bien sûr, ces combinaisons, elles étaient lourdes, donc c'était un frein à la mobilité, à la motricité, mais notre esprit était vraiment dédié à faire des images. Donc on avait ces combinaisons. Ensuite, j'avais des communications sous-marines, donc je pouvais communiquer avec mes plongeurs pour faire l'éclairage, pour avoir un éclairage le plus parfait possible. Donc je pouvais leur dire de se déplacer à 11h, à midi, à 1h, etc. Et après, c'était de longues heures sous l'eau, mais c'était un tournage assez intense, émotionnellement, qui nous a suivis depuis la surface. Parce que de la surface, avec les éclairages au fond, on voit par 20 mètres de profondeur sans problème. Donc on a tourné entre 15 mètres et 30 mètres. Voilà, c'était notre espace d'évolution. Mais voilà, c'était un tournage qui était intense. Il y a une seule espèce? Alors, la petite histoire pour les requins qui viennent chasser, en fait, c'est un tout petit peu plus complexe que les requins gris. Ici, on est sur on voit beaucoup de requins gris, mais en fait, on a des requins qui s'appellent des ailerons blancs de récif, des ailerons blancs de lagon, les mamaros en tahitien, qui viennent en fait déloger les poissons. C'est eux qui viennent les déloger, les faire sortir du récif. Et ensuite, on a cette horde de requins gris qui vient se précipiter dessus et qui profite en fait du travail des petits pointes blanches. Voilà. Mais il y a aussi d'autres espèces qui tournent autour. On a vu grand requin marteau, Sphyrnamocarum, qui font jusqu'à 6 mètres.
on a vu voilà, d'autres requins, mais qui restaient quand même un peu à distance. Les deux espèces essentielles, requin gris de récif et aileron blanc de lagon. Now, all of you have reason to believe that the English are a bit crazy. Vous avez tous des raisons de croire que les Anglais sont un peu fous. But when Englishmen want to go and film something like this, we send in crazy Frenchmen. Les Anglais veulent filmer ça. Les films Disney Nature sont là pour émerveiller, sont là pour permettre aux gens d'aller dans des endroits où ils n'iront peut-être jamais, mais ils ont comme objectif également de créer une prise de conscience, de faire en sorte que, à travers les sujets qu'on évoque, les gens s'intéressent à des sujets spécifiques et qu'on puisse leur donner les clés pour agir s'ils ont envie d'agir. Par l'émerveillement, on fait en sorte que les gens aiment ce qu'ils voient et en aimant ce qu'ils voient, qu'ils le protègent, soit en donnant du temps, soit en donnant des idées, soit en transmettant à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs filleuls. Et donc, sur chacun des films Disney Nature que nous avons faits, on a travaillé avec des organisations non gouvernementales qui peuvent, sur un même film, ne pas être les mêmes aux États-Unis, en France ou ailleurs. On a travaillé ici avec la fondation qui à l'époque s'appelait la Fondation Nicolas Hulot, avec la Ligue de protection des oiseaux, avec le WWF, on a travaillé avec la Jane Goodall Institute, on a travaillé avec cette association qui permet de créer des corridors entre les différents parcs animaliers du Kenya. On a planté 3 millions d'arbres dans la forêt atlantique au Brésil. On a fait en sorte de protéger des îles des Bahamas, de protéger le corail des îles des Bahamas. Tout ça sur les 10 dernières années. Et pour ce film Blue, on travaille depuis 2 ans maintenant avec Tara Expédition. Et je suis très heureux d'appeler sur scène, entre guillemets, André qui va venir nous parler de l'engagement de Tara pour les océans, tout ce qui est fait depuis de longues années et en particulier depuis 2 ans sur le programme sur lequel nous sommes partenaires. Merci beaucoup. Merci Jean-François, merci à Disney et à Carole de ces partenariats. Je vais vous dire quelques mots après sur ce partenariat avec Disney, comment ça marche pour Tara. Et je vais commencer pour rebondir sur Blue. Tara, donc, c'est une fondation d'intérêt public aujourd'hui qui est fondée il y a 13 ans par une famille de marins, par une famille de passionnés de la mer et qui a monté avec ce bateau, la goélette Tara, vous allez voir à l'écran, un programme qui allie science, éducation, sensibilisation et lutte pour la préservation de l'océan. Donc, je vais commencer pour dire quelques mots sur le moment que nous vivons pour l'océan. Moi, je suis donc le directeur des politiques internationales de la Fondation. Donc, je m'occupe des négociations à l'ONU, la COP21, les changements climatiques, les aires marines protégées, tout ça. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être ici avec vous, avec Blue. Je suis très heureux de voir les coraux qui sont plus des décors, qui sont des acteurs d'un film, des Disney Nature. Parce que, je vous raconte vite fait, quand j'avais 18 ans, je suis de Rio de Janeiro, je suis brésilien. J'ai découvert l'écologie à cette conférence de 92, Rio 92, la première conférence de la Terre. Et puis, on ne parlait pas des coraux. Hein. Je peux vous dire que l'océan, même s'il y avait cousteaux vivants, on ne parlait pas beaucoup. L'écologie était verte, 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 verte. Et avec Tara, on milite depuis 10 ans donc pour que l'océan rentre dans l'agenda écologique, c'est-à-dire que l'océan soit reconnu comme notre life supporting system, comme on dit en anglais. Et bah, c'est pas évident, c'est un combat. Sous les changements climatiques, par exemple, avant la COP21, les océans n'étaient pas considérés dans l'agenda du changement climatique, par exemple. Donc, nous vivons en ce moment une espèce de réveil de l'océan pour l'agenda du développement durable, pour l'agenda écologique. C'est-à-dire qu'enfin, quand on parle développement durable, quand on parle changement climatique, on pense aussi à l'océan, à préserver l'océan. Et c'est essentiel parce qu'à la fois, il y a ce réveil de conscience qu'on a vu pendant la COP21, par exemple, pour l'océan, à la fois, on vit les moments d'un impact sans précédent des changements climatiques et de pollution d'origine humaine sur l'océan. Pour citer juste un exemple, je ne vais pas être trop long, mais la pollution par le plastique, quelque chose de très nouveau qui s'accélère de façon hallucinante d'année en année. Le nombre de fragments plastiques présents en mer aujourd'hui est effrayant.
On estime que dans quelques années, on aura plus de morceaux de plastique que des organismes vivants en mer si on ne fait pas quelque chose. Donc on vit un moment qu'on pourrait dire en anglais un crunch time for the ocean. D'un côté, l'impact qui est sans précédent, l'acidification, la température qui monte, l'augmentation du trafic, du nombre de pétroliers, du nombre de paquebots, etc. Des activités touristiques en mer. Et d'un autre côté, l'impact de la pollution anthropique, plastique, hydrocarburants et j'en passe. Aujourd'hui, la nanopollution, la pollution hormonale, bon, j'en passe. Donc c'est plus que jamais important de connaître comment l'océan est en train de réagir à ces nouvelles pollutions, comment la biodiversité marine et les coraux sont un exemple très fort de ça, comment les coraux réagissent. Hein, c'est des organismes calcaires qui sont très fragiles aux variations de pH par exemple, donc un petit degré de pH qui change et puis tu as une mortalité des corails qui s'enclenche et avec les corails tu as tout un tas d'espèces qui disparaissent ou qui vont devoir migrer, qui vont devoir changer d'habitude, aller ailleurs. Donc on pense qu'on connaît beaucoup mais on connaît très peu l'océan. Sur la mission précédente de Taha Océan, on a étudié le plancton à niveau global. On a sorti peut-être le plus grand catalogue de gènes. Hein. Gilles, tu me contredis, hein. Gilles passe après moi, il est un grand scientifique qui va l'avoir avec nous. On a identifié quelques 117 millions de gènes aujourd'hui de ce plancton et 80% sont totalement inconnus de la science. Alors que chez nous, on a 20 000 gènes identifiés et on les connaît tous. Leur rôle, leur fonction. Donc on est encore en train de commencer à comprendre cet écosystème marin et on a encore besoin de promouvoir la connaissance, de promouvoir les études. Et avec les changements climatiques, la pollution cumulée d'origine anthropique, on ne connaît pas beaucoup sur la mission actuelle de Taha Pacifique. Donc Taha est aujourd'hui en Chine, en route vers Hong Kong, pour étudier les récifs coralliens de la région du Pacifique, les triangles de corail. Nous sommes en train d'étudier ces récifs coralliens et on ne sait pas exactement pourquoi dans un site il y a un grand taux de blanchiment et on navigue 2 jours et puis on retrouve des récifs en très bonne santé. Est-ce la température? Pas que. Est-ce l'acidification? Pas que. Et en fait, il faut comprendre ces écosystèmes, comprendre comment la pollution joue son rôle, la durée des épisodes de haute température, leur récurrence en lien avec le pH, la variation du pH. Donc il y a beaucoup d'éléments encore à découvrir sur cet océan, sur sa résilience, sa capacité de régénération. Et bon, avec Taha, ça fait 12 ans qu'on essaye de prendre ces grands enjeux, de faire des expéditions très longues, qui en général, les grands paquebots océanographiques ont du mal à faire, hein, des expéditions sur 2-3 ans hein, de durée, pour voir, un peu comme disait Nature, hein, pour donner aux scientifiques du temps, parce qu'ils ont besoin de temps, les scientifiques, pour étudier. Avoir une semaine au bord d'un paquebot de la marine nationale brésilienne, c'est une lutte. Avoir 3 ans avec un bateau équipé, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ça que Taha cherche à donner, à travailler avec les scientifiques. Et donc pour nous, c'est vraiment une joie d'être ici, de voir les récifs coralliens qui sont un acteur de ces films, parce que chez Taha, on est depuis 4 ans maintenant qu'on a les corails, les récifs coralliens dans notre imaginaire. On travaille pour cette expédition depuis pas mal d'années. Et on travaille aussi comment transmettre cette passion de la science, cette passion d'océan, cette foi aussi qui c'est par la beauté, par l'émerveillement qu'on va faire les écolos de demain et pas par la peur, la menace et la privation. Ça, c'est un choix d'Agnès B, notre fondatrice, d'Étienne Bourgois, notre président, c'est-à-dire de ne pas tomber dans l'écologie de la peur et de la privation, mais vraiment essayer de faire l'écologie de la mer avec l'émerveillement, avec la beauté, que ce soit la beauté du plancton, qui était un grand défi, hein, de faire connaître le plancton, mais on a fait des films, on a fait des livres, on a fait des expositions avec la Fondation Cartier, avec France Télé, Thalassa nous a suivis. Bon, on a quand même réussi à faire parler un peu de plancton.
Mais c'est difficile. Donc, un partenariat, l'opportunité d'un partenariat avec Disney Nature pour nous, c'est extraordinaire sur plusieurs points de vue. D'abord, tu touches un public avec les journaux du Mickey, avec des films Disney, qui part plus que tu sois performant dans tes médias partnerships. Elodie, ma directrice de communication, est là, elle en sait bien. Pour toucher les tout petits, pour toucher les jeunes, à ces niveaux-là, c'est vraiment, il faut être ambitieux, il faut beaucoup de réseaux, de partenariats. Donc un partenariat comme celui-là nous permet à la fois d'accompagner les rêves de Jean-François et de son équipe sur les coraux et d'être avec eux pour des informations scientifiques qui éventuellement ils auraient besoin de vérifier par rapport à la véracité, par rapport à la robustesse de la donnée, etc. Mais pour nous, c'est une possibilité de parler de ces enjeux de l'océan à un public qui n'est pas écolo, qui n'est pas encore convaincu. Donc, très heureux d'être là et de pouvoir contribuer avec cette aventure de Disney. Merci beaucoup, André. Il y aura une session de questions-réponses à la fin. André parlait de transmission. C'est un mot particulièrement important. Et je voudrais inviter Gilles Boeuf, à venir me rejoindre ici, parce que Gilles est un puits de science, un puits de connaissances. Il intervient dans beaucoup de conférences, dans beaucoup de médias, et on a eu la chance que Gilles accepte de travailler avec nous scientifiquement sur le film, sur la narration du film, pour s'assurer que tout ce qu'on allait dire dans le film soit complètement vrai. Donc Gilles, qui a été longtemps président du Muséum d'histoire naturelle, qui est professeur aujourd'hui et encore une fois intervenant sur beaucoup de ces sujets, nous a permis d'avoir cette vision scientifique et d'apporter au texte qui est lu par Cécile de France, que vous verrez tout à l'heure, la véracité dont nous avions besoin pour rendre hommage aux images de Kiss. Gilles, c'est à toi. Merci Jean-François, et puis bonsoir à tout le monde, et merci aussi d'être venu. Alors ce matin, on m'a plusieurs fois posé la question lors des interviews, qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes venu? Et en fait, c'est extrêmement important pour moi. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que je ne manque pas de sollicitations, vous imaginez bien. Avec Jean-François, on se connaît parce que j'étais venu juste à la fin de Pollen, quelques années. Ce film qui était un film merveilleux aussi sur les insectes pollinisateurs. Et sur Pollen, on a vu une malchance incroyable. C'est qu'au moment où on lançait le film, on a Fukushima au Japon. Et ça nous a un petit peu tué le lancement du film. Donc, dès que j'ai connu un peu la thématique et qu'il m'a dit finalement, écoute, viens avec nous. Et il m'a proposé quelque chose qui ne pouvait que me séduire. Il m'a dit, profitons de ce film pour faire passer des messages qui ne sont pas forcément dans le texte narratif américain. Hein, qu'est-ce qu'on va dire, nous, sur les images déjà construites, organisées, sur le montage quasi fini? Qu'est-ce qu'on peut dire en plus que les seuls animaux filmés ou les scènes que l'on voit ici? Ça m'a beaucoup plu. Parce qu'on l'a dit depuis tout à l'heure, hein, aussi bien Jean-François que André, ils ont dit tous, effectivement, on est à une époque charnière en ce moment. On est à une époque de shift, pour parler un peu anglais, où tout bascule. Et l'océan est un merveilleux endroit pour parler de ce shift, effectivement. Alors associé à Tara aussi, qui sont des amis depuis le début. Tara, c'est un mélange à la fois de pure science, parce que je ne suis pas le seul scientifique, ils en ont des bons, des scientifiques aussi, les gens de chez Tara, et aussi une façon de divulguer, une façon de vivre. Je les classe dans les saventuriers, en fait, comme certains d'entre eux, parce qu'ils font. Hein, ils sont un peu un mouvement, c'est pas une ONG, mais n'empêche qu'ils sont quelque part là-dessus, parce qu'ils s'engagent, ils font, ils démontrent. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est science-based. Hein, pour eux, c'est toujours basé sur de la science, et ce qui m'intéresse à moi, bien sûr, en tant que scientifique. Alors que quelqu'un comme Jean-François me permette, via l'énorme système qu'est Disney, c'était magique. Je ne pouvais pas refuser une telle proposition. Donc je suis venu pour ça. Donc je suis parti d'un petit texte que j'avais un petit peu écrit sur qu'est-ce qu'il faut qu'on dise sur l'océan aujourd'hui. Et ça tombait bien, c'était un moment où sortait la revue Relief, vous la retrouverez, dédiée à l'océan. C'est en novembre passé, là, c'est très récent. Donc un océan physique et chimique, un océan biologique. Et c'est mon discours et mon débat depuis très très longtemps. Et là, j'avais la possibilité, à travers des images superbes, moi j'aime beaucoup le mot émerveillement. Hein. Nous, scientifiques, c'est un peu notre rôle aussi, faire rêver. Je raconte l'image la plus belle du muséum, c'est un des objets les plus moches que l'on ait, c'est une météorite. Allez la voir, elle est exposée en ce moment à la Galerie de l'Évolution. C'est moche comme tout, ça tombe du ciel. On est en mai 1864, au sud de Toulouse, dans le Gers.
Et un humain, j'aime bien la partie humaine, le ramasse. Aucun animal n'aurait ramassé une météorite. L'humain la ramasse, et il l'oublie dans une caisse à oignons pendant un siècle. Et en 2005, ce caillou, on dit, vous savez, c'est pas un caillou ordinaire, c'est une météorite. Il dit, oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassé. On l'étudie, rue Buffon, avec les plus puissants moyens que l'on ait en géochimie aujourd'hui. On date ce caillou, il a 4,6 milliards d'années. Il est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Et quand je le caresse, ça change tout, bien sûr. On caresse la météorite d'un âge comme ça. C'est ça qu'on raconte ici aussi. Et le monde sous-marin est particulier parce qu'il est beaucoup plus difficile d'accès. Tout à l'heure, j'écoutais nos amis Denis quand il dit effectivement, on ne travaille pas à la même vitesse hors de l'eau que sous l'eau. Moi, j'adorais ces images, effectivement, prises de nuit avec ces requins. Comment on pénètre ces milieux sans les gêner? Et ça, ce qu'a dit Jean-François m'intéresse beaucoup. On ne les gêne pas. Et j'ai bien aussi ce qu'a été rajouté. La rencontre, elle est déclenchée par l'animal. L'humain, il est là, il attend la rencontre, il l'attend, puis il va se coucher, il n'a rien vu aujourd'hui, il revient le lendemain, il faut du temps pour faire ça, et ça change tout. Et la rencontre, quand elle est acceptée, surtout vis-à-vis d'animaux, bien sûr, qui sont le grand dauphin, le Turpsiops, hein, c'est fascinant, c'est une bête absolument extraordinaire. Alors, la mante de mer dans son petit terrier, là, bon, on s'en fiche un petit peu quand on vient à côté, sur la perturbe pas trop, hein, le plancton aussi, mais n'empêche que ça fait partie d'un système global. Et ce qu'a pas dit André tout à l'heure, qui est très beau, quand on parle des gènes, pour ramener l'humain à ce qu'il est. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'un tiers de nos gènes sont communs avec ce phytoplancton dont il a parlé. Un bébé humain à la naissance, un tiers de ses gènes sont les mêmes que ces micro-algues marines. Je dis souvent, nos neurones, hein, on communique grâce à ça en ce moment, on a exactement les mêmes neurones que le grand dauphin qu'on a vu tout à l'heure, ou que ma mante de mer que vous avez vue, ou que mon requin à pointe blanche qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que l'humain, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de film, parce qu'à la fois il montre des images d'émerveillement, il raconte une histoire, pas trop romancée, comme dit Jean-François, on est à la charnière entre une histoire qu'on veut raconter, c'était Oscar dans Chimpanzé, que j'avais beaucoup aimé. Le pollen, c'était un ensemble de pollinisateurs, il n'y avait pas une abeille particulière. Voilà. Sur Oscar, c'était ça, et là c'est un peu le cas aussi du petit bébé grand dauphin. Il donne un fil rouge sur une histoire, sur un écosystème qui est assez extraordinaire, qui est l'océan, donc on l'a dit, hein, très menacé aujourd'hui. L'océan est particulier parce qu'on ne peut pas le détruire. C'est pas comme une forêt que j'arrache, une mare que j'assèche. L'océan, on détruit le littoral. On détruit la bande de contact entre la terre et la mer. Ça, on le détruit. Mais l'océan, on le pollue, on l'a dit tout à l'heure, on le surexploite. On dissémine tout partout. Et puis aussi, bien sûr, le climat qui change affecte l'océan. Et ce qu'on oublie, c'est que l'océan qui change en ce moment est en train, en retour, d'affecter aussi le climat. Et ce que je dirais qui est essentiel, et c'est ça que le film est intéressant, il nous montre de la vie dans l'océan. Or, si l'océan a ce rôle fondamental sur la régulation du climat aujourd'hui, en dehors des ressources, hein, ce qu'on ne dit pas, par exemple, l'océan, c'est 25 000 médicaments quand même. Hein. Il n'y a pas que la pêche ou les cultures marines. Et bien, ce rôle qu'il a sur le climat, parce qu'il est unique et stable depuis très longtemps, il peut le faire parce qu'il est vivant. Si l'océan est mort, il n'a plus du tout ce rôle-là. Quand on voit les merveilleux requins, tout à l'heure, que nous montrait Denis, il nous disait c'est très rare. On a quelques endroits au monde pour voir ça aujourd'hui. Il faut les choisir, il faut les préserver. Donc je pense que l'accompagnement entre un message scientifique de recherche, ce qu'on fait nous ici, hein, et puis des films comme celui-là, qui nous amènent de l'image in situ, tournée sans déranger les espèces vivantes qu'on regarde, c'est essentiel. Et je suis d'accord, le message doit être positif aussi. Notre message est souvent grave. Hein. Je suis professeur d'université. En plus, comme j'enseigne moi essentiellement en médecine, à l'école d'agronomie et puis en écologie à Jussieu, j'ai presque que des filles. J'ai 3 quarts de filles maintenant. Elles ont 23 ans, je ne suis pas là pour les désespérer. Mais je suis là pour passer des messages. Je leur dis, vous ne vivrez pas comme votre maman ou votre grand-maman, ça c'est clair. Et je pense que ce genre de film-là est essentiel pour passer des messages comme ça. Donc je pense qu'une union, une communion entre des chercheurs scientifiques, hein, Tara, qui est vraiment un mélange de chercheurs et puis aussi de communication, et puis un système comme celui-ci avec un grand film sur l'océan, c'était magique. Donc je pense qu'on aurait vraiment eu tort de ne pas en profiter. Puis en plus, comme ça marche bien entre tout le monde, avec un profond respect les uns entre les autres, bah, ça ne fonctionne pas si mal. Merci beaucoup, Gilles. Et on a la chance d'avoir la personne dont le nom est écrit sur cet écran. C'est la seule, Cécile de France, avec nous. Je ne vous la présente pas, vous la connaissez. Cécile de France qui nous a fait la joie, l'honneur, le privilège de narrer cette histoire de vous. Cécile. Merci. Ça fait quoi de... Enfin, ça fait quoi Vous avez accepté cette aventure parce que vous
vous aviez un lien particulier avec l'écologie, avec la mer, avec l'océan? Ben, en tout cas, là, ça a du sens pour moi de faire de la promo pour une fois. Parce que voilà, c'est pas un produit que je vends, c'est que tout d'un coup, j'ai l'honneur d'être l'ambassadrice d'un projet qui s'engage et qui est là pour émerveiller, comme vous l'avez dit. C'est vrai que c'est d'une manière positive. Et c'est vrai que moi, finalement, à travers ma voix, je vais amener une émotion, je vais amener cette notion d'émerveillement, justement. Et aussi, je me considère comme l'humaine, juste ce petit bout d'humain qui est là pour se poser la question de, face à tous ces animaux qui nous montrent des exemples absolus de connexion, de transmission, de coopération, d'entraide, comment nous, on peut rester connectés justement et quelles sont les conséquences de nos actes au quotidien dans cet équilibre qui est si fragile, cette harmonie qu'on montre là mais qui est vraiment tellement fragile et qu'on fragilise nous. Donc du coup, bon voilà, quand je fais des interviews, j'en profite pour donner des petits conseils parce que moi ça m'a donné envie de me renseigner sur notamment les déchets. Et donc du coup j'ai plein d'astuces, mais je suis pas un exemple absolu, hein. J'invite juste, comme ce film qui invite positivement à juste se poser la question des conséquences de nos actes, de ce qu'on achète, de ce qu'on mange, de ce qu'on jette, de comment on se déplace. Et qu'il est grand temps d'agir, parce que nous, acteurs, comme dit Bea Johnson, qui est une grande écologiste, acheter c'est voter. Donc c'est la manière dont nous, consommateurs, ce qu'on va acheter, comment on va fonctionner, qui vont orienter les pratiques industrielles. Et donc, et surtout ce qu'on va faire de nos déchets. Parce que par exemple, avant de faire ce film, par exemple, je m'étais dit, moi je trie bien et tout, parce qu'en Belgique on trie bien et tout bien. Mais finalement, j'ai réalisé qu'en jetant mon plastique, je vais le jeter bien et tout comme il faut, sauf que il va être recyclé une seule fois. Il va quand même finir en déchet. Donc finalement, on a bonne conscience en triant, mais il y a quand même une problématique. Donc il y a la loi des 5 R que j'ai envie de... Je peux ou pas? J'ai le temps? Grave. Ok. Il y a un bouquin qui s'appelle... je suis là pour Blue, hein. C'est juste que dans la continuité de... C'est juste que c'est ce qu'on disait avec les gens de Tara, c'est que vraiment le gros problème, c'est qu'il faut qu'on agisse sur nos déchets. Et si on attend que ça vienne d'en haut, ça ne viendra pas parce que le pétrole... le plastique c'est du pétrole et qu'évidemment nous on ne peut pas agir sur l'utilisation du pétrole. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous? C'est gérer nos déchets. Donc il y a 5 R qui sont Jérémy Pinchon et Bénédicte Moret qui ont écrit un bouquin qui s'appelle La famille presque zéro déchet et qui dit que réutiliser. Donc ça c'est réutiliser les matériaux qu'on a déjà au lieu de le jeter. On peut réutiliser, que ce soit le compost, les matériaux de construction par exemple. Réduire, acheter moins. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter ce produit? Ou si on doit l'acheter, du coup, aller le plus possible vers l'éco-labellisé ou le commerce équitable. Ou l'occasion. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire Des livres d'occasion, des réutiliser. vinyles d'occasion. Tout à fait. Les meubles, les vêtements. Voilà, on peut réparer aussi. Au lieu de quand un objet est usé, est-ce qu'on va le jeter et en acheter un autre? Non, on peut le réparer. On peut aussi utiliser comme les astuces de grand-mère, utiliser au lieu de polluer l'eau avec des produits horribles, on peut utiliser comme nos grand-mères le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc. Donc en fait, je récapitule les 5 R parce que c'est un moyen mémotechnique qu'on doit vraiment s'approprier pour limiter nos déchets et pour pas que ça finisse dans l'océan. Donc il y a utiliser des matériaux recyclables, le carton, le verre, l'inox, le métal, le bois, plutôt que le plastique. Donc j'ai dit quoi? Réutiliser, l'occasion et le seconde main, l'occasion et la location. Réduire, donc réduire nos déchets, aller vers la modération. Refuser et remplacer, c'est-à-dire dès qu'on vous donne des touillettes, des gobelets en plastique, vous pouvez dire non merci, des petits chocolats emballés, Des sacs en plastique quand on les va au sacs en supermarché. plastique, normalement c'est interdit, mais il y en a Non, encore. mais même des sacs en papier d'ailleurs. Il faut du coup le remplacer par le tissu.
même les emballages cadeaux. On peut faire des emballages en tissu. J'ai oublié un R, non réduire, remplacer, refuser, réparer, réutiliser. Et La même recycler, scie, je pense, et la voilà. scie, du coup. Oui, du coup, en fait, il y a refuser, Mais c'est top. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que c'est un honneur pour moi, parce que je connais rien, moi, j'ai été aux côtés de Kiss et Denis, et j'ai appris plein de choses, c'est des amoureux des animaux. Moi, j'y connais rien, j'aime bien les documentaires animaliers, et celui-ci, il est vraiment tellement bouleversant, parce que moi, je suis maman, donc toute la transmission qu'on voit chez les mammifères marins, là, c'est les techniques de pêche, du dauphin et tout, c'est tellement bien filmé, c'est tellement émouvant. Donc moi, petite Cécile, voilà, c'était ma manière à moi d'aller un peu plus loin, jusqu'au bout, pour pas que ce plastique vienne pourrir notre océan qui est si beau, et polluer moins aussi, peut-être sur la manière dont vous vous déplacez, pour garder ces beaux récifs coralliens qui sont si beaux là, pour pas les blanchir, voilà. Merci beaucoup. Merci de nous laisser jusqu'à 30. Elle est en tournage en ce moment et elle a accepté de venir de son lieu de tournage qui est en province jusqu'ici pour venir vous rencontrer aujourd'hui et rajouter un 7e R qui sera revoir Blue. Non mais c'est vrai parce que quand j'étais à Tahiti, tout ça, j'ai vraiment nagé avec les raies et tout, et finalement je me dis, les requins, j'ai pas eu peur, et en fait je me suis dit, vraiment ce film, en fait c'est pas la peine d'aller à l'autre bout de la planète et prendre l'avion et polluer forcément. Franchement, en voyant ce film, vous avez les mêmes sensations, et vous êtes même encore mieux aux premières loges quand on voit les dauphins qui surfent dans les vagues et tout ça. Vous ne verrez jamais ça si vous allez sur place. Donc en fait, voir ce film, c'est comme faire un grand voyage pour de vrai, sans polluer. Une manière écologique d'aimer la nature. Non, c'est vrai. Merci beaucoup, Cécile. Bravo à vous. Et bon voyage de retour. Des questions ? Oui, absolument. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser d'ores et déjà. Soit à qui, soit à André, soit à Gilles, soit à Denis, Jean-François. soit à Carole, soit à moi. Qui vous veut. On va commencer par la première question. Y en a-t-il une ? Moi, par exemple, au niveau des scénarios, on sait qu'il y a des gentils, des méchants, des bébés et des mamans. Est-ce que les orques sont aussi méchants, entre guillemets, que ce qui est présenté? Gilles ? Dans la nature, personne n'est méchant. Ah voilà. C'est une vision de l'humain. Hein. On transforme en fait notre affectif vers la grande faune. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Tout à l'heure, je disais des choses horribles, on m'a dit, mais c'est vrai. Le dauphin, si gentil avec son beau sourire, il n'est pas si gentil que ça. Sur nos critères à nous, il y a des moments, vous savez, j'ai bien aimé le mot harmonie. Il n'y a pas d'équilibre dans la nature. L'équilibre est tellement fugace qu'on ne le voit pas. Il y a une harmonie générale. Et dans l'harmonie, il y a nos félins, il y a ces trois mâles de lion qu'on voit dans le félin qui attaquent tout. Là aussi, l'orque est quand même très particulière. Elle est extrêmement agressive quelquefois, mais pas toujours. Ça marche globalement. Il y aura toujours plus, effectivement, de poissons à manger que d'orques. Donc ça marche. Il y aura plus d'impalas et de gazelles que de guépards ou de lions. Donc c'est un système global dans lequel l'humain peut se retrouver. Et ce que j'aime beaucoup dans les messages actuels, que je n'aime pas justement, c'est que quand un humain fait des horreurs, on dit qu'il a un comportement animal. C'est complètement faux. On ne parle jamais d'inanimalité chez l'animal d'ailleurs. Hein. Nous, on ne devient pas animal. On laisse cours à des choses horribles que peut faire l'humain. Donc il ne faut pas nous comparer. Chaque espèce a des choses qui font. Un prédateur, il mange forcément de la viande, lui. Hein. Nous, on s'interroge, est-ce qu'on doit continuer à manger de la viande? C'est une vraie question en ce moment. Mais des images comme ça nous réharmonisent avec le milieu marin, qui est beaucoup moins connu quand même, mais qui a la même harmonie que le reste, avec des scènes de violence et des scènes beaucoup plus gentilles, de maman gentille qui rigole pas du tout, c'est parce qu'il a une forme de rostre comme ça. C'est ça en fait. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le cerveau du dauphin est remarquable. C'est un animal qui est capable de performances incroyables. Comment il communique, par exemple. Là, on ne l'a pas dit, mais l'océan, c'est un milieu d'abord de son. Il n'y a pas de monde du silence. Hein. On en parlait au début avec Jean-François. C'est un monde de bruit, parce que le bruit se transmet très bien dans l'eau. Et c'est un monde d'odeurs incroyables. Nos requins, tout à l'heure, là, ils sont capables de déceler une particule de son à des kilomètres de distance. Des odeurs, des sons, des couleurs, c'est tout ça, en fait. Et comment nous, on interprète ceci après. Et je termine simplement en disant, pour revenir à pollen, une abeille voit largement aussi bien les couleurs que nous, alors qu'un chien, il voit rien du tout. Vous voyez, c'est extrêmement variable selon les espèces qui nous intéressent.
Mais ne mettons pas nos sentiments humains et sur le monde animal en général. Ils sont capables de tout. Hein. Juste une petite anecdote, si vous le permettez, que je lisais avant-hier, que je racontais à Carole ce matin. Il y a quelques jours, là, des chercheurs découvrent qu'une seiche, une grande seiche, alors la femelle est zébrée, le mâle est marbré, et ces mâles se battent entre eux, comme toujours depuis les origines de la vie, pour avoir les filles, évidemment. Hein. Et bien, il y a un petit mâle qui n'a aucune chance en combat singulier contre les gros, il ne s'embête pas, il change de couleur, il prend la couleur du femelle, il va s'occuper des filles pendant que les deux gros se battent. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Merci Julie. Une autre question? Vous aviez une question, madame? Oui, je voulais savoir, les petits animaux, là, les petits poissons qui époussettent les gros, est-ce que c'est une première dans un film? J'avais jamais vu ça. Les petits Ceux qui poissons. nettoient les... L'arbre nettoyeur. Is it the first time? The cleaning fish. The cleaning fish. The cleaning fish. The cleaning fish. Is it the first time we see it in a movie? No, I wouldn't say it's the first time, but I think that what we've done is filmed it in the best detail. I think the way you see it in this film is really, really clear, but it has been filmed before. Donc évidemment, ce n'est pas la première fois, simplement que la manière de le filmer cette fois-ci a été faite très précisément et dans beaucoup de détails, donc on prend conscience de ce qui se passe. Ils ne sont pas avalés. Pardon, qui ne sont pas avalés. Il y a un autre soir No, it's a rule, it's an agreement. C'est une What we règle. wanted to show in the film is that these communities are so sophisticated that there are rules that remain unbroken between these animals, and you will never see a fish eat a cleaner. En fait, voilà, ce qu'on voulait montrer dans ce film, c'est que ces sociétés sont tellement sophistiquées, il y a des règles immuables et qui sont respectées, et on ne verra jamais un poisson manger un poisson nettoyeur. Jamais. Comme nous avons Kiss, est-ce que vous avez d'autres questions pour le réalisateur du film? Est-ce que les moyens techniques d'aujourd'hui, par rapport à Zuber, à la Griffe et la Dent, c'est le film animalier que je regardais enfant, permettent justement des prouesses qu'on n'aurait jamais fait et de mieux comprendre aussi le milieu animal et du coup de resservir les scientifiques, pas que dans le film avec les requins, mais sur les félins, sur toutes ces images qu'on ramène et qui du coup va servir les professionnels. Alors, on va laisser, vous traduisez la question pendant ce temps-là, moi je donne une partie de la réponse. Oui, et depuis 10 ans sur Disney Nature, je me suis rendu compte des progrès de la technologie, des innovations, et sur chacun des films qu'on fait, il y a toujours une nouvelle caméra qui vient de sortir, il y a toujours un nouveau moyen de stabiliser les caméras. Il y a la caméra que vous avez vue qui va sous l'eau, qui n'existait pas il y a 3 ans. Il y a le Cineflex, qui est un truc complètement dingue, qui existe depuis le début des années 2000-2002, mais qui s'est amélioré et qui permet de filmer en totale stabilité à partir d'un hélicoptère ou à partir d'un bateau. Et il y a énormément aujourd'hui, il y a les drones. Les drones n'existaient pas quand on a fait notre premier film. Aujourd'hui, on a des utilisations de drones dans Blue qui permettent de voir des choses de haut et donner des images extraordinaires. Mais peut-être que Kiss... I was saying that we had a lot of technology innovation in the past 10 years, from Cineflex to the camera you're showing when the waves are fighting, but maybe there are others. I think there's advances in camera technique and also diving technique. But to answer the question of how does that help the scientific community, a lot of scientists are starved of money and resources. When we make a film like these Disney nature films, we can often spend a lot of time using a lot of expensive equipment to be able to show things like the humpback whales underwater in the fight. And so we can both help each other with our resources to come up with the answers. For me, that's the magical combination of science and filmmaking. Donc, mis à part les progrès technologiques au niveau de l'équipement et des machines, les progrès dans la manière de plonger, il y a aussi tout l'argent qui est mis à disposition
pour faire un film pareil. Et on sait combien les scientifiques manquent d'argent, ont toujours besoin d'argent. Et c'est là où la collaboration se fait, parce qu'avec un film pareil, et les moyens qui sont mis à disposition de ce film, toutes ces images qu'on voit, comme par exemple les images des baleines à bosse, tout ça va servir les scientifiques. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a une collaboration et qu'il y a bénéfice pour les uns et les autres. And when we filmed the orca hunting the humpback whales, a scientist team had put a satellite tag on the orca, because the orca will travel 200 kilometers in a day, so you can lose them. But then we gave them the footage from the helicopter, which is very expensive and very difficult to do, so they can work out the behaviors of what's happening. Again, it's a collaboration where both Alors we par both exemple, get. voilà l'orque au moment de l'orque qui s'approche des baleines à bosse, les scientifiques ont mis une sorte de puce pour pouvoir une balise, voilà, une balise parce que l'orque fait 200 km par jour et que pour l'équipe c'était impossible de le suivre. Donc ça permet aux scientifiques de suivre le chemin, le parcours de l'orque et les images qui ont été tournées donc de l'attaque. C'est ce que l'équipe du film offre aux scientifiques. Donc c'est aussi cette manière, cette collaboration qu'il y a dans le travail. Vous aviez une question? Alors, il y avait une question juste avant derrière. Oui, j'ai cru lire que vous aviez été dans 10 pays différents. Alors là, vous nous avez parlé surtout d'un ou deux endroits. Du coup, quel était l'intérêt d'aller dans autant d'endroits différents? We knew when I started the film, if there was one location where we could have made this film, we would have gone to one location. But the problem with the underwater world is that there are only certain little places where we know enough where we can film the things that we're going to do. So we were forced to go to different locations. But we wanted the story to be a unified one. I think if I could be a dolphin and I could go to any of these locations, we could make this film. Because I'm not a dolphin, we have to go to lots of little places where we know that we can get different things to be able to get the feel for what it might be like to be in a dolphin's world. Voilà, en fait, il dit s'il savait que dans un seul lieu, il obtiendrait toutes les images dont il a besoin pour faire le film, il l'aurait fait. S'il avait été un dauphin, il aurait su où il faut aller pour tout obtenir. Comme ce n'est pas le cas, ils étaient obligés d'aller dans différents lieux pour filmer en fait à chaque fois certaines séquences qui vont finalement se mettre les unes avec les autres et former l'histoire. Monsieur, vous disiez tout à l'heure que vous affirmiez à vos étudiantes qu'elles auraient une vie différente de leur mère et de leur grand-mère. Précisément en quoi? C'est dans tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est dans leur mode de vie. On n'est pas en train de prôner, nous écologues, un retour au passé avec le retour à la bougie, pas du tout. Simplement, beaucoup plus de sobriété. Ça, c'est clair, c'est extrêmement important. On a dit une honte du gaspillage, ne pas l'accepter. Cécile de France en a parlé tout à l'heure. C'est aussi, bien sûr, beaucoup plus de considération vis-à-vis de ce qu'on va acheter pour manger. C'est tout ça mis en même temps. Alors, sans devenir végane, il faut qu'on mange beaucoup moins de viande, par exemple. Il faut aussi que le monde associatif s'organise beaucoup plus que dans le passé. Vous savez, il y a une très belle relation aujourd'hui. Pourquoi les femmes m'intéressent autant que ça aussi? C'est elles qui ont la résolution de la démographie. Ce n'est pas une question de mâle, la démographie, c'est une question de femme. Aucune femme éduquée aujourd'hui n'a envie d'avoir 12 enfants. Les Françaises, elles avaient 12 enfants, 9 enfants dans les années 50. C'est terminé. Et quand on regarde aujourd'hui la relation entre le niveau d'éducation des filles et le nombre de bébés, c'est assez bien corrélé finalement. Et dans les pays africains, le Niger, qui est l'endroit où on fait le plus de bébés aujourd'hui, j'ai rencontré le président du Niger récemment, il ne peut pas résoudre ces questions-là. Il faut que les petites filles retournent à l'école, il faut qu'elles soient éduquées. Gandhi disait une très belle chose, il disait en fait, éduquer un petit garçon, c'est éduquer une personne, éduquer une petite fille, c'est éduquer une famille. Et c'est là que c'est extrêmement important. Donc je pense qu'il faut être dans un système où la place de la femme dans la société est très différente, et ça passerait bien sûr par les femmes. Donc c'est ça pour moi, c'est une mentalité, c'est une façon de vivre. Puis aussi, moi j'écoute toutes ces femmes ici, chez Disney et puis dans le film.
il y a quand même ici clairement une prise de conscience des femmes beaucoup plus importante que celle des garçons vis-à-vis de ces questions-là. Je le vois avec mes étudiants. Hein. Donc c'est vrai qu'elles sont essentielles dans la résolution de beaucoup de problèmes que l'on a là. Mais il faut accepter de changer. Et je termine sur une remarque. Je suis physiologiste. On me dit, il se passe plein de choses, il faut s'adapter en permanence. Et ça intéressera votre ami, parce que aucune espèce vivante ne s'est adaptée depuis que la Terre tourne, sans changer. Et on change toujours pas. Merci beaucoup. Merci. Ben voilà, je voulais vous remercier d'être venu. J'espère que ces 3 quarts d'heure, ou 7 heures d'ailleurs, de discussion vous ont plu, que le film également. Et ben, écoutez, bon retour. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.